Nous nous appelons les Congolais à un grand rassemblement pour mettre fin à ce pouvoir. Nous appelons donc tous les Congolais, y compris ceux du PCT, ceux de l'UPADS, la société civile, en tout cas le MCDDI, Yuki, toutes les forces vives du pays pour que nous nous rassemblions et que nous imaginons le Congo de demain. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un homme du passé. Il faut que les membres du PCT, en tout cas ceux qui soutiennent encore M. Denis Sassou Nguesso, se rendent compte que demain, le Congo sera un pays totalement hypothéqué. En ce qui concerne la responsabilité, on va plutôt se poser la question de savoir est-ce que M. Denis Sassou Nguesso est responsable, en tout cas dans les fonctions qu'il occupe illégitimement, est-ce qu'il y a eu un brin de responsabilité de la part de M. Denis Sassou Nguesso? On va donc s'arrêter sur ce que moi je considère comme une irresponsabilité de M. Denis Sassou Nguesso. Il s'agit du contenu local des contrats pétroliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation et la production du pétrole au Congo-Brazzaville est régie par une loi sur les hydrocarbures qui a été modifiée, en tout cas elle date d'octobre 2016 de mémoire, et elle a été modifiée en 2017. On y a apporté une innovation qui s'appelle le contenu local. Alors, le contenu local, c'est le contenu local, si vous voulez, c'est un dispositif qui impose aux pétroliers sur les nouveaux gisements que le privé congolais ait 10%. Et sur les gisements ou les puits de pétrole, entre guillemets, en fin de vie, en tout cas, qui ne produisent plus suffisamment de pétrole pour les grandes majors comme Eni et Total, ces gisements-là sont plutôt remis ensuite à la fin de leur contrat à l'État congolais. Et donc, une introduction du contenu local a été faite pour imposer que sur les puits en fin de vie que récupère le Congo-Brazzaville, que 25% du privé local, donc congolais, euh, que les Congolais, en tout cas, le privé congolais est, pardon, 25%. Et c'est là où a été intégrée une ingéniosité pour piller les ressources du pays. En tout cas, c'est ce volet-là qui a en partie privatisé le pétrole congolais au profit de la famille de M. Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que 25% pour AOGC, par exemple, pour Continent Congo, qui sont, et Petro-Congo, qui sont des sociétés gérées par le clan familial de M. Denis Sassou Nguesso. Donc là, vous voyez bien que M. Denis Sassou Nguesso a privatisé le pétrole congolais en sa faveur. Et là, il s'agit bien d'une irresponsabilité parce que ces fonds qui devaient normalement, et dans tout pays pétrolier, revenir à la SNPC, dont on décrit en passant la gestion par M. Ominga, sont détournés au profit d'un clan. Donc, Mais voilà. pardon, pendant que vous êtes en train de le dire, évidemment, dans son message, il estime d'ailleurs que leur génération, parce que je l'ai dit hein, tout à l'heure, il a finalement usé de la troisième personne du pluriel, alors que d'habitude, il utilise la première personne, je, et là, on l'a entendu finalement utiliser la troisième personne. Et tout à l'heure, je vais vous poser la question de savoir si c'est une fuite en avant ou je ne sais comment, mais il a parlé tout de même. Il dit que leur génération a assumé leur responsabilité dans la construction du Congo sous fond d'une ambition patriotique. Et là, vous dites que finalement, le clan Sassou Nguesso a spolié les Congolais de leurs ressources pétrolières, particulièrement, puisque vous parlez du pétrole, mais aussi d'autres ressources naturelles, au profit de Sassou Nguesso. Et là, on va se poser donc la question de savoir si c'est cela être patriote. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de savoir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7, votre média libre et indépendant. Juste un rappel, nous fonctionnons avec le soutien des bonnes volontés intéressées par cette activité médiatique. Nous ne bénéficions d'aucun financement spécifique. Cela pour préserver évidemment notre liberté et notre
indépendant. C'est ainsi que nous vous encourageons à faire comme les autres. Soutenez donc R7 en faisant un petit don, ça fait du bien. Avec moi sur ce plateau, Migwa Biango, fondateur du site d'information Congo Liberty, chef d'entreprise et président de l'association Urgence Enfants Africains. Au centre de cette interview, le message de Denis Sassou Nguesso à la nation, redite, démagogie ou simple formalité. On en parle aujourd'hui. Bonjour Mingwa. Bonjour, cher frère Christian Perrin, et puis très bonne journée à tous nos téléspectateurs de TLR R7 TV qui nous suivent et pour lesquels nous sommes ravis d'apporter un éclairage sur l'actualité congolaise. En tout cas, c'est encore un plaisir de vous avoir sur le plateau R7. J'aurais bien voulu vous souhaiter bonne fête de l'indépendance du Congo, le 64e anniversaire. Vous Mais direz écoutez, quoi? je vous remercie de me souhaiter ces vœux que je vais vous renvoyer. Après, comme vous le savez, l'indépendance aujourd'hui peut être décortiquée sur différentes facettes pour voir effectivement si le Congo est indépendant. Ce que je pense sur le plan formel, mais il faut toujours coupler l'indépendance avec les différents secteurs de souveraineté d'un pays. Donc, à mon avis, on pourra en discuter. Merci Mingwa Biango. Denis Sassou Nguesso s'est donc une fois de plus adressé aux Congolais. C'était le 14 août dernier, à l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, célébration qui a été placée sous le sceau de la responsabilité. Vous avez certainement suivi ce discours. Votre premier commentaire. Alors, mon premier commentaire, c'est déjà que M. Denis Sassou Nguesso est vraiment difficile à suivre. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, vous me direz, on n'est pas sado, mais nous sommes obligés de suivre M. Denis Sassou Nguesso et d'apporter notre éclairage, en tout cas d'éclairer les Congolais sur ce discours que je considère sur le fond et sur la forme hors sol. On a l'impression que ce discours n'a pas été adressé aux Congolais, mais plutôt à l'opinion internationale pour lequel M. Denis Sassou Nguesso consacre la majeure partie de son temps pour fuir les problèmes du Congo-Brazzaville. En tout cas, pour ma part, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas été à la hauteur des attentes des Congolais. Et ça, nous le savons, nous ne sommes pas surpris. Et on va rapidement essayer de montrer comment. Alors, évidemment, dans son adresse, il a rappelé l'opinion de Saint-Exupéry. Il estime d'ailleurs que tous les Congolais sont responsables. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Mais quel sens peut-on donner donc à ce terme responsabilité? Alors Après déjà, 40 déjà ans d'exercice, bien sûr, du pouvoir, son partage. Déjà, je vais rebondir sur ce que vous dites sur le passage de Saint-Exupéry que M. Denis Sassou Nguesso a cité. La phrase de Saint-Exupéry n'est pas du tout complète parce qu'il y a juste un bout qui a été lu, mais sinon, lorsque vous continuez à lire cette citation-là, on parle plutôt de responsabilité sur, en tout cas, la honte d'avoir, lorsque les choses sont très mal faites, ce qui n'est pas le cas de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, on voit bien que ce discours, qui n'a pas été écrit par lui, M. Denis Sassou Nguesso a découvert ce discours en le lisant. Malheureusement, ça n'a pas été tout à fait à l'honneur de celui qui a écrit ce discours et de celui qui l'a lu. Par conséquent, lorsqu'on parle de responsabilité, en tout cas lorsque M. Denis Sassou Nguesso parle de responsabilité, et c'est pour ça que j'interviens, parce que j'ai été choqué, M. Denis Sassou Nguesso dit, il faut aimer le Congo. Il faut aimer le Congo, c'est aimer la patrie, c'est aimer la justice, c'est aimer la morale. Donc, vous voyez bien que lorsque M. Denis Sassou Nguesso prononce ces différentes citations, en tout cas égrène ce qu'il considère comme aimer la patrie, on peut être emmené à se poser la question si il s'agit bien de M. Denis Sassou Nguesso ou d'une autre personne. Alors, en ce qui concerne la responsabilité, on va plutôt se poser la question de savoir est-ce que M. Denis Sassou Nguesso est responsable, en tout cas dans les fonctions qu'il occupe illégitimement, est-ce qu'il y a eu un brin de responsabilité de la part de M. Denis Sassou Nguesso? On va donc s'arrêter sur ce que moi je considère comme une irresponsabilité de M. Denis Sassou Nguesso. Il s'agit du contenu local des contrats pétroliers.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation et la production du pétrole au Congo-Brazzaville est régie par une loi sur les hydrocarbures qui a été modifiée, en tout cas, elle date d'octobre 2016 de mémoire, et elle a été modifiée en 2017. On y a apporté une innovation qui s'appelle le contenu local. Alors, le contenu local, c'est le contenu local, si vous voulez, c'est un dispositif qui impose aux pétroliers sur les nouveaux gisements que le privé congolais ait 10%. Et sur les gisements ou les puits de pétrole, entre guillemets, en fin de vie, en tout cas, qui ne produisent plus suffisamment de pétrole pour les grandes majors comme Eni et Total, ces gisements-là sont plutôt remis ensuite à la fin de leur contrat à l'État congolais. Et donc, une introduction du contenu local a été faite pour imposer que sur les puits en fin de vie que récupère le Congo-Brazzaville, que 25% du privé local, donc congolais, euh, que les Congolais, en tout cas, le privé congolais est, pardon, 25%. Et c'est là où a été intégrée une ingéniosité pour piller les ressources du pays. En tout cas, c'est ce volet-là qui a en partie privatisé le pétrole congolais au profit de la famille de M. Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que 25% pour AOGC, par exemple, pour Continent Congo, qui sont, et Petro-Congo, qui sont des sociétés gérées par le clan familial de M. Denis Sassou Nguesso. Donc là, vous voyez bien que M. Denis Sassou Nguesso a privatisé le pétrole congolais en sa faveur. Et là, il s'agit bien d'une irresponsabilité parce que ces fonds qui devaient normalement, et dans tout pays pétrolier, revenir à la SNPC, dont on décrit en passant la gestion par M. Ominga, sont détournés au profit d'un clan. Donc, Mais voilà. pardon, pendant que vous êtes en train de le dire, évidemment, dans son message, il estime d'ailleurs que leur génération, parce que je l'ai dit hein, tout à l'heure, il a finalement usé de la troisième personne du pluriel, alors que d'habitude, il utilise la première personne, je, et là, on l'a entendu finalement utiliser la troisième personne. Et tout à l'heure, je vais vous poser la question de savoir si c'est une fuite en avant ou je ne sais comment, mais il a parlé tout de même. Il dit que leur génération a assumé leur responsabilité dans la construction du Congo sous fond d'une ambition patriotique. Et là, vous dites que finalement, le clan Sassou Nguesso a spolié les Congolais de leurs ressources pétrolières, particulièrement, puisque vous parlez du pétrole, mais aussi d'autres ressources naturelles, au profit de Sassou Nguesso. Et là, on va se poser donc la question de savoir si c'est cela être patriote. Mais écoutez, c'est ce qu'on essaie de démontrer parce que, comme vous le savez, le Congo a pour unique ressource, même si parfois on parle du bois, mais l'unique ressource qui fait fonctionner le Congo-Brazzaville, c'est le pétrole. Et M. Denis Sassou Nguesso a installé un pacte de corruption avec beaucoup d'ingéniosité, avec la complicité de certaines majors du pétrole. Donc, vous voyez bien que là, M. Denis Sassou Nguesso peut être considéré comme un irresponsable parce que c'est lui qui distribue les, euh, les puits de pétrole. Et pour vous dire, M. Denis Sassou Nguesso, qui parle de justice, qui parle de morale, le pétrole congolais, en tout cas le contenu local, est partagé par trois clans Moshi. Ils sont Dolombo pour M. Bruno Itoa, qui gère pour le compte des natifs Dolombo. Vous avez Denis Ngokana, qui gère pour le clan de Bunji, et vous avez Denis Christel Sassou Nguesso, M. Ominga, qui gère pour le clan d'Oyo. Donc vous voyez bien que le pétrole congolais a été dépecé et, si vous voulez, distribué aux trois clans Mboshi qui, en tout cas, se partagent toute la rente pétrolière du pays en distribuant ici et là des subsides au PCT pour le fonctionnement du PCT, mais le reste de l'argent qui est collecté, vous l'avez vu d'ailleurs avec le journal français Libération qui a fait une enquête sur Lucien Ebata, que
tous ces fonds sont volatilisés et placés dans les paradis fiscaux. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. En passant par des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dans le but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels. Toujours selon Libération, plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier. Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectués depuis plusieurs comptes d'Orion Oil dans diverses banques africaines. En tout, 164 millions de dollars et 26 millions d'euros. Libération précise: une partie de ces versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo, parmi lesquels son président, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 37 millions de dollars, et ses proches. Donc voilà un peu l'ingéniosité en ce qui concerne le pétrole congolais que M. Denis Sassou Nguesso a mis en place pour piller le Congo. Donc là, est-ce qu'on peut parler de responsabilité ou d'irresponsabilité? Pour ma part, c'est tout à fait clair. Il s'agit là d'irresponsabilité. Ensuite, en ce qui concerne la justice, vous savez bien qu'au Congo-Brazzaville, il y a des prisonniers politiques. Vous avez le général Mokoko, il faut le dire ici, que les Congolais ont totalement abandonné. Vous avez aussi Monsieur Okombi Salissa. Donc aujourd'hui, nous devons militer pour la libération de ces patriotes qui sont en prison. Donc Monsieur Denis Sassou Nguesso qui parle de justice, en tout cas qu'il faut aimer la justice, doit d'abord commencer par libérer ces deux patriotes. Donc voilà un peu, Monsieur Christian Perrin, ce que je voulais dire à ce sujet, en sachant que sur le plan de la responsabilité, on peut également faire le bilan de 64 ans d'indépendance, effectivement, en partant de 1960, en sachant qu'une indépendance, finalement, elle n'est jamais absolue. Une indépendance, c'est un processus. Donc, on peut bien dire que le 15 août 1960, le Congo a accédé à une indépendance qui devait être confortée étape par étape. En tout cas, il fallait avoir des jalons. Et aujourd'hui, on peut se poser la question sur l'État-nation qui était à construire. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Congo tel qu'on le connaît aujourd'hui est une fabrication de l'empire colonial français. Donc, il y a plusieurs communautés dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Et il fallait donc conforter une unité nationale. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait pour conforter cette unité nationale? On se rend compte que rien n'a été fait, au contraire, a été exacerbé les différentes haines tribales, en particulier une gestion tout à fait clanique. On voit bien que dans toute la régie financière sont au poste des gens du clan de M. Denis Sassou Nguesso. On voit également dans l'armée que toutes les fonctions les plus importantes sont occupées par des membres du clan de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, comment voulez-vous construire une nation dans cette gouvernance-là? Donc, on peut également, en faisant le bilan, parler des différentes souverainetés, parce qu'on parle d'une indépendance, on parle de responsabilité. Mais pour ma part, en tout cas, une indépendance doit se concrétiser par des faits. On peut parler de la souveraineté alimentaire. Vous savez que le Congo importe pour plus de 1000 milliards de denrées alimentaires dans un pays où, on l'a vu avec les Rwandais qui veulent s'installer chez nous, en tout cas qui ont la cellule des terres, qui, eux, sont même étonnés que les Congolais n'arrivent pas à se nourrir et ils viennent
officiellement pour faire de l'agriculture. Donc, voilà un peu l'échec de M. Denis Sassou Nguesso. Il a été, en tout cas sur tous les plans, irresponsable. Il a plutôt travaillé contre le Congo-Brazzaville et aujourd'hui, nous pouvons le démontrer avec différents argumentaires que M. Denis Sassou Nguesso a été irresponsable pendant, on va dire, surtout le deuxième mandat. On ne va pas parler du premier mandat parce que le premier mandat, on était sous le mono, mais sur le deuxième mandat, M. Denis Sassou Nguesso, on peut dire, est un mauvais redoublant. Donc, M. Denis Sassou Nguesso qui nous fait des leçons de responsabilité est plutôt irresponsable. Et puis, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Denis Sassou Nguesso a beaucoup parlé à la troisième personne et non à la première personne. Mais bon, je ne sais pas s'il s'est rendu compte parce que M. Denis Sassou Nguesso a lu un message qu'il n'a pas écrit et qu'il a découvert, on a l'impression, en direct. Alors, pendant que vous parlez évidemment de surtout est-ce qu'il faut appeler ça, non, pas deuxième mandat, sa deuxième période de prise de pouvoir. Et tout le monde sait dans quelles conditions c'était un coup d'État militaire appuyé par des mercenaires et des armées étrangères. Quand quelqu'un déjà est capable d'aller chercher des armées étrangères et des mercenaires étrangers pour massacrer sa propre population, on ne peut plus parler de responsabilité. Mais là encore, on se rend bien compte qu'il est revenu au pouvoir, aidé évidemment par la France, pour servir des intérêts étrangers. Et le cas de ce que vous étiez en train de signaler tout à l'heure est très perceptible. Les Congolais se rendent maintenant compte que Denis Sassou Nguesso est là pour servir les intérêts étrangers. Mais là Et encore, les siens surtout, hein, et les siens surtout. bien entendu, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le clan Sassou Nguesso, de toute façon, les scandales, hein, c'est tous les jours, jamais plus d'une semaine sans que le nom d'un membre de son clan ne soit cité dans les scandales, j'allais dire, de détournement, de corruption, d'ailleurs, au niveau international. Le Congo est régulièrement épinglé par les ONG à propos de détournement de fonds impliquant son président, sa famille, comme sa fille Claudia en avril. Comment l'expliquez-vous? Oui, Global Witness, on a quand même déjà publié d'autres enquêtes, comme vous avez dit. En avril, on a révélé que la sœur de Denis Christel Sassou Nguesso, Claudia, elle aurait reçu près de 20 millions de dollars de fonds publics aussi apparemment détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe dans les Trump Hotel Tower à New York. Et pour nous, nos enquêtes fournissent des preuves convaincantes sur la manière dont la famille présidentielle congolaise semble avoir détourné de l'argent des coffres de l'État à des fonds personnels. Et vous disiez que Denis Sassou Nguesso n'est pas bien placé pour parler de la responsabilité, malheureusement. Alors, mais toujours dans son message, évidemment, il y a un extrait, bien sûr, que je vais proposer à nos téléspectateurs. C'est qu'il dit la mission des générations appelées à prendre le relais demain est de continuer de développer et de moderniser le pays en assurant ou non, en assumant leurs responsabilités demain. Il dit bien demain. On le suit. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leurs responsabilités demain. À ce propos, les jeunes doivent avoir une attitude positive vis-à-vis des infrastructures déjà construites à grands frais par les aînés, car celles-ci leur permettront de se consacrer aux défis de leur temps. Là aussi, transparaît l'incontournable quête de responsabilité. Alors, Mingwa Biango, pour Sassou Nguesso, malgré donc ses 40 ans passés au pouvoir sans partage, il faut le rappeler, confisquant ainsi l'alternance politique, parce que depuis qu'il est là, finalement, il a tout confisqué, tout le monde peut le constater, continue à croire que la jeunesse
qui doit prendre le relais n'est pas encore prêt. N'est-ce pas Et- du cynisme, non, poussé, mais vraiment à son comble? Donc mais pour Sassou écoutez, Nguesso, toutes les générations qu'il a sacrifiées là, et jusqu'à maintenant, il continue à croire que les jeunes ou la jeunesse n'est pas encore prête pour prendre la relève. écoutez, il peut se rendre compte au soir de sa vie qu'il n'a pas fait grand-chose pour cette jeunesse, mais si vous écoutez bien son message, il reconnaît, en tout cas, il dit qu'il y a un préalable avant que la jeunesse accède aux emplois. Le préalable, c'est la formation qualifiante. Le préalable, c'est l'apprentissage. Et s'il parle de préalable, ça veut dire que rien n'a été fait. Et si rien n'a été fait, ce n'est pas du fait que le Congo a manqué d'argent, mais plutôt rien n'a été fait parce que il y a parfois, on va dire, allez, la volonté de faire des choses, mais sauf qu'on les fait mal. Et ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de plusieurs experts pour savoir ce qu'il faut faire. Vous voyez bien, Monsieur Denis Sassou Nguesso donc reconnaît son échec dans son discours, mais vous avez Monsieur Théophile Obenga, par exemple, qui a également réagi. On a parlé de l'université Denis Sassou Nguesso, mais est-ce que vous pensez que dans notre pays, très honnêtement, on a besoin d'une deuxième université en plus à Brazzaville? Quand je dis que les exemples ne sont pas difficiles à trouver, vous savez que le professeur Pascal Issouba, pendant sa campagne électorale, avait parlé de polytechniques. En gros, c'est ce que dans le système français, on appelle des lycées techniques dans lesquels on peut faire des BTS, par exemple. Le Congo a plus besoin de techniciens supérieurs que de docteurs. Donc, vous voyez bien que même dans la volonté de M. Denis Sassou Nguesso de faire des choses, il les fait très mal. On aurait pu copier ce que le professeur Lissouba avait en tout cas théorisé sur les polytechniques, en tout cas ceux qui sont de ma génération ou ceux qui sont, si vous voulez, nos aînés, savent de quoi il s'agit. Donc, c'est des espèces de lycées techniques ou d'instituts de techniciens qu'on aurait pu mettre dans la likwala, dans les plateaux, dans le kuidou, ainsi de suite, selon les spécificités. Donc, M. Denis Sassou Nguesso parle également d'opportunités que les jeunes doivent saisir. On a envie de lui demander, mais quelles sont les opportunités aujourd'hui des jeunes Congolais? La seule opportunité qu'il offre à la jeunesse Mboshi, c'est celle de l'armée. Et puis, il y a une autre opportunité peut-être, et ça, je vais en parler parce que ça m'a beaucoup fait mal. Vous savez qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, l'État est en train de régir, en tout cas d'encadrer les mototaxis. Les mototaxis. Donc, si l'opportunité qu'on donne aux jeunes, c'est celle des mototaxis, je suis désolé, mais tout ce phénomène en Afrique et en particulier au Congo n'a pu naître que faute de transport public, en fait. Donc, quelles sont les opportunités que M. Denis Sassou Nguesso offre à la jeunesse congolaise? C'est d'émigrer à l'étranger, c'est la paupérisation, c'est la prostitution, c'est la maladie et c'est le chômage. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, sur ce plan-là, j'ai pas envie d'être trop dur avec lui, mais vous voyez bien que M. Denis Sassou Nguesso n'a même pas, dans sa propre famille, pu former, en tout cas, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'enfant ingénieur, à ce que je sache. Tous les enfants de M. Denis Sassou Nguesso et neveux font de la politique. Comment pouvez-vous comprendre que dans une famille où le patriarche a fait 40 ans au pouvoir, il n'y a aucun ingénieur, il n'y a aucun médecin, en dehors de la défunte Edith Bongo, mais tous les autres, je suis désolé, n'ont aucun diplôme. Ils font de la politique. Donc voilà un peu M. Denis Sassou Nguesso qui, sur le plan de la gouvernance et de la politique des jeunes, n'a rien fait. Oui, mais non Ni seulement pour qu'ils les font de la Congolais, ni dans politique, sa propre famille. comme vous l'avez dit tout à l'heure, non seulement que tous les membres de sa famille font de la politique, mais ils font de la politique une profession et un moyen de s'enrichir illicitement. Et c'est ce qui est criard. C'est ce qui est criard, c'est-à-dire que demain, il faut quand même qu'on regarde, hein, pour ceux qui veulent demain postuler, en tout cas pour les jeunes, ce que ces jeunes-là ont fait comme parcours. Demain, il faut quand même mettre dans la loi au Congo, si vous voulez, sans être exclusif, des
des dispositifs qui vont faire que ceux qui accèdent aux hautes personnalités une certaine expérience et un certain bagage intellectuel ou des diplômes. Donc, sur la jeunesse, Monsieur Denis Sassou Nguesso, on le voit bien, compte plutôt sur les Rwandais pour développer le Congo. Donc, c'est un échec total. C'est un échec total, évidemment. Après, on se posera aussi la question, que veut dire jeunesse pour Denis Sassou Nguesso? Que veut dire génération future, génération montante? Mais parce que tout le temps, il revient là-dessus. Depuis 40 ans, cette jeunesse n'est jamais arrivée, cette génération n'est jamais arrivée. Et d'ailleurs, c'est probablement la dernière question pour cette interview, c'est de savoir si réellement Denis Sassou Nguesso a la culture du pouvoir. Parce que généralement, il assimile le pouvoir à un animal qu'il a attrapé et qu'il doit protéger coûte que coûte. Et on l'a suivi, pour ceux qui ont suivi cette vidéo qui a circulé, il s'adressait, je crois, aux membres de sa famille, à qui il disait, ben, écoutez, nous avons attrapé le gibier, vous protégez le village, moi, je m'occupe de Tandala, voilà, Tandala, donc Brazzaville. Et ce qui est intéressant à écouter sur cette bande, c'est qu'il dit que celui qui va me remplacer n'est pas encore né. Celui qui va me remplacer n'est pas encore né. Nous sommes là, je crois, il y a 20 ans de cela. Et aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le voilà qui pense que la jeunesse qui doit prendre le relais n'est pas encore prête. Alors, Monsieur Christian Perrin, moi je vais un tout petit peu nuancer votre propos. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir de Monsieur Denis Sassou Nguesso est incarné d'abord par lui-même. En tout cas, ce gang est incarné par Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est octogénaire. Mais il faut quand même dire que ce pouvoir déliquescent est plutôt géré par des quadras et des quinquagénaires, hein. Aujourd'hui, vous avez la génération, en tout cas ceux qui ont la cinquantaine, ceux qui ont la quarantaine et même la trentaine qui sont au pouvoir, qui gèrent ce pays au quotidien. Mais malheureusement, on voit bien que le pays aujourd'hui est en cessation de paiement, il est en déliquescence totale, mais ce sont des jeunes qui sont à la tête du pays. Et M. Denis Sassou Nguesso a déjà fait la transmission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut ad vitam aeternam mourir au pouvoir. Et M. Denis Sassou Nguesso a déjà transmis aux générations, en tout cas celles qui appartiennent à son clan, la culture du vol, la culture du crime de sang, du crime économique. Aujourd'hui, vous avez vous-même dit qu'il n'y a pas une semaine où on apprend des détournements de fonds. Et ce ne sont pas des détournements de fonds d'octogénaires, c'est plutôt des jeunes qui sont aux manettes du pouvoir et qui pillent l'État copieusement. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso, oui, si vous l'avez également bien suivi, il a beaucoup parlé, donc, oui, de transmission. Mais Monsieur Denis Sassou Nguesso, comme je vous l'ai dit, n'a pas écrit ce discours et ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de, de débiter. Vous avez eu l'impression qu'il lisait un discours qu'il ne comprenait pas lui-même, c'est ça? Mais M. Denis Sassou Nguesso n'est plus du tout intéressé au pays. Ce qui compte pour M. Denis Sassou Nguesso, c'est de rester le plus possible aux affaires parce qu'il craint d'être jugé un peu comme le général Pinochet l'a été au Chili, malgré une concorde nationale pour engager le Chili dans la voie démocratique. Mais monsieur le général Pinochet a été rattrapé par la justice internationale. Donc, c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso craint qu'à cela ne tienne. Nous appelons les Congolais à un grand rassemblement pour mettre fin à ce pouvoir. Nous appelons donc tous les Congolais, y compris ceux du PCT, ceux de l'UPADS, la société civile, en tout cas le MCDDI, Yuki, toutes les forces vives du pays pour que nous nous rassemblions et que nous imaginons le Congo de demain. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un homme du passé. Il faut que les membres du PCT, en tout cas ceux qui soutiennent encore Monsieur Denis Sassou Nguesso, se rendent compte que demain, le Congo sera un pays totalement hypothéqué. Et juste pour terminer, vous avez un de vos confrères, Monsieur Aziz Dominique de Marseille, qui, comme vous le savez, est un soutien de pouvoir, qui est venu nous parler des réalisations de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et ce qui est triste, je peux comprendre hein, qu'on soit
un fanatique de M. Denis Sassou Nguesso, mais quand on se revendique journaliste ou intellectuel, il faut analyser toutes les réalisations de M. Denis Sassou Nguesso ont été faites euh, en souscrivant à des crédits onéreux et inutiles donc, auprès de la Chine. Et ça, M. Bouya, qui a été le maître d'œuvre de toute cette magouille-là, devra demain nous expliquer. Donc, c'est sous le coup d'un endettement colossal. Et la Chine, Pardon, aujourd'hui, Mingwa, pendant que vous le dites, je préfère donc proposer à nos téléspectateurs la réaction d'ailleurs du ministre Andeli qui avait repris finalement, je crois, un journaliste qui lui posait la question. Et c'est là qu'il dira que tout ce que vous voyez partout, ça a été construit avec des prêts chinois. Après, on se posera la question, où va donc l'argent du pétrole congolais? Suivez. Vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Voilà, alors Mingwa, comme vous étiez en train de le dire, tout ce qui a été construit, mais encore mal construit, et c'est ça la vérité, il faut le dire, l'a été avec des prêts chinois. On est allé gonfler, gonfler, regonfler, mais vraiment, voilà, la dette voilà. congolaise. Alors, donc, on va revenir, si vous voulez, à tous ces prêts hein, qui ont été souscrits auprès de la Chine, d'abord avec des projets totalement surfacturés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois qui sont venus au Congo dans les années 64 sous Massamba Deba venaient pour des raisons idéologiques. Aujourd'hui, les Chinois viennent chez nous pour du business et on peut le comprendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'endettement, ce que M. Azidomening n'a pas voulu dire ou ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois, par exemple, au Sri Lanka, au vu de la dette sri-lankaise auprès des Chinois, ont demandé à l'État sri-lankais de leur céder le port du Sri Lanka pendant 99 ans. Vous avez en Afrique également des exemples similaires. Vous avez l'aéroport de Mombasa, dans d'Entebbe, en Ouganda. Vous avez également un port en Ouganda, non plutôt au Kenya. Donc aujourd'hui, cet endettement-là, demain, puisqu'on parle d'indépendance, cet endettement-là, demain, peut nous emmener à une dépendance auprès des Chinois. Donc, Et on peut se voir donc confisquer notre port aussi. mais bien sûr, et c'est ce que les Chinois n'hésitent pas à le faire. Ils l'ont fait euh, envers leurs propres frères sri-lankais qui sont des Asiatiques comme nous. Il y a eu, donc, comme je le rappelais, à Mombasa, au Kenya et à Entebbe, en, en Ouganda, des structures, en tout cas des infrastructures demandées par la Chine, puisque ces deux États-là n'arrivent plus à payer la dette qu'ils ont souscrite envers envers la Chine. Donc voilà un peu l'irresponsabilité hein, des intellectuels congolais, on va dire ça comme ça, qui ne regardent que des infrastructures, d'ailleurs, qui, bon, je n'aurais pas à dire qu'elles ont été mal faites, si elles ont été mal faites, c'est du fait des Congolais qui n'ont peut-être pas suivi les travaux. Mais quand on regarde la route nationale numéro 1, est-il normal, en ce 21e siècle, on construise des nationales qui, à la place des autoroutes, par exemple, on peut se poser la question. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de volonté de bien faire les choses et on nous parle Oui, du mais taux c'est originel. toujours évidemment ce phénomène, vous l'avez d'ailleurs dénoncé d'entrée de jeu, c'est toujours les détournements de fonds en série parce que la route numéro 1, évidemment, Pointe-Noire-Brazzaville, lorsque vous regardez la maquette initiale, la première maquette qui avait été présentée à la presse, je me rappelle que nous étions là lorsqu'on avait posé donc la première pierre, la construction de cette route, c'était une autoroute.
avec terre pleine, bien entendu. Mais dans la construction, on constate finalement que ce n'est plus une autoroute, c'est, bah voilà, ils appellent ça route lourde, je crois, un terme qu'ils ont trouvé pour justifier cela. Mais les Chinois disaient déjà qu'à la fin de la construction de cette route, les Congolais vont finir, en fait, comprendre par Mais là qu'ils c'est vont une route, beaucoup mourir. Et c'est c'est ce une à quoi nous route, sommes en train d'assister aujourd'hui. c'est une route très mortifère. Aujourd'hui, ce type de route ne peut pas se faire sans terre-plein. Même si c'est une nationale, on aurait dû mettre un terre-plein, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'irresponsabilités. Après, moi, j'en appelle aux intellectuels congolais, aux universitaires. Il faut qu'on soit à la hauteur. Il faut qu'on soit à la hauteur. Pourquoi? Parce que quand j'écoute le professeur Obenga, moi, je n'attends pas du professeur Obenga, il faut le rappeler, qui est ministre de M. Denis Sassou Nguesso. M. Obenga est conseiller avec rang de ministre euh, chez M. Denis Sassou Nguesso. On n'attend pas, et j'ai vu des gens applaudir, c'est ce qui m'a fait mal, même des intellectuels, pour ce que M. Théophile Obenga est venu dire. En fait, M. Théophile Obenga fait un constat. Ce constat, il a déjà été fait, qu'est-ce qu'on apprend? Mais on attend d'un intellectuel qu'il vienne faire des propositions. Quelles sont les propositions que M. Théophile Obenga a fait pour lutter contre le tribalisme? M. Théophile Obenga nous parle de l'université Marion Gwabi, que c'est lui qui aurait soufflé euh, ce projet à M. Denis Sassou Nguesso. Mais c'est totalement irresponsable, comme je vous l'ai dit. M. Théophile Obenga nous parle d'astrophysique. Mais il faut dire que M. Théophile Obenga, dans son dernier ouvrage que j'ai lu, a même émis le vœu que l'Afrique se dote d'une bombe nucléaire pour se protéger. Donc, non, c'est totalement irresponsable. Monsieur Théophile Obenga aurait dû nous dire, pour lutter contre le tribalisme, voilà ce que nous devons faire. Mais la priorité des Congolais, ce n'est pas du tout construire des musées qui sont effectivement importants, mais c'est le pouvoir d'achat des Congolais, c'est lutter contre le chômage des jeunes, c'est nourrir les Congolais parce que, vous savez, on ne se rend peut-être pas compte, hein, nous qui sommes à l'étranger, en tout cas dans la diaspora congolaise, nous mangeons 3 fois par jour. Lorsque nous mangeons 1 fois par jour, c'est par choix. Mais nos compatriotes ne mangent pas du tout 3 fois par jour. Nous ne nous rendons plus compte. Donc, Monsieur Théophile Obéga, cher doyen, lorsque vous venez, soyez à la hauteur d'un universitaire, lorsque vous critiquez, en tout cas vous faites une analyse, il faut faire des propositions. Et je suis un peu désolé de le dire, hein, mais nous sommes tellement peu rigoureux que les gens applaudissent parce que Monsieur Théophile Obenga, qui lui-même profite par sa proximité ethnique avec Monsieur Denis Sassou Nguesso d'un poste euh, juteusement rémunéré, on ne sait même pas s'il est venu dire tout ça parce qu'il n'a pas reçu sa paye. Comme vous le savez, il y a beaucoup de conseillers, donc des ministres qui ne sont pas payés. Non, quand on est un intellectuel, on fait une analyse, on critique et on fait des propositions. Donc, M. Théophile Obenga, une fois de plus, veut, si vous voulez, ne Tu pas veux être dire responsable qu'il était du plutôt naufrage dans... congolais. Tu voulais dire que Théophile Obenga est intervenu dans l'onction même, étant dans l'onction de la paix ou de l'abondance, après avoir perçu voilà, sa rémunération. Mais bref, en fait, c'est comme vous l'avez dit, la responsabilité, et c'est la toute dernière question que je vais vous poser, mais en quelques deux mots, sinon un mot, lorsqu'on vous dit Denis Sassou Nguesso et responsabilité, vous dites quoi? Ben, c'est plutôt irresponsabilité, c'est plutôt Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous savez, je vais peut-être aller plus loin. Si c'est l'argent qui intéresse le clan Nguesso et Monsieur Denis Sassou Nguesso, j'ai envie de vous dire, prenez tout, volez tout, allez-y du Congo, vous reviendrez dans 5 ans ou 10 ans, tous les Congolais du nord au sud auront reconstruit le Congo. Donc, si c'est l'argent qui vous intéresse, pillez les caisses, volez tout, foutez le camp. Merci Mingwa Biango. Je rappelle que vous êtes évidemment le fondateur du site Information Congo Liberty, chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains. En tout cas, un grand merci d'avoir encore été avec nous sur R7. C'est moi qui vous remercie, très cher Christian Pierrin. Courage à vous. On demande également aux Congolais de vous soutenir, en tout cas de soutenir tous les médias alternatifs qui contribuent
à la libération du Congo-Brazzaville, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une lutte de libération. Il y a TLR TV, il y a Ziala TV, il y a Zingabangu, il y a Congo Page. En tout cas, il faut savoir que les médias que nous essayons de maintenir, de faire vivre, demandent beaucoup de moyens, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est un peu normal. Mais on ne demande pas l'aumône, mais vous savez, lorsqu'on reçoit un don même de 1000 francs CFA, ça fait plaisir. Mhm. Et on demande aux Congolais de prendre également conscience de tout ça. Merci, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission et au début, je vous ai rappelé que nous ne bénéficions d'aucun financement, voilà, spécifique. Ce sont plutôt des bonnes volontés qui nous viennent évidemment en soutien pour tenir l'activité. Vous êtes donc encouragés à faire comme les autres, si vous pouvez, bien entendu. Pour le reste, ben voilà. Et puis, notre travail, c'est de vous informer, mais nous avons besoin de votre soutien. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement cette voilà, faites comme Mingwa vient de le faire. En cliquant bien sûr en bas, vous regardez, essayez de bien vérifier. Il y a un petit pouce levé en bas et puis partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.